Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Il faudra compter avec l'Iran, désormais acteur incontournable dans un Moyen-Orient en pleine recomposition. La participation de la République islamique d'Iran aux négociations sur la Syrie, aux côtés de la Russie et de la Turquie, démontre qu'elle entend jouer toutes ses cartes face à son rival saoudien, face à son voisin turc et avec l'appui d'un Vladimir Poutine qui a fait de Téhéran un partenaire stratégique. Le régime iranien entend tirer un maximum de bénéfices de l'accord historique signé à Vienne en juillet 2015, abandon de son programme nucléaire en échange de la levée de presque toutes les sanctions internationales. Dans la foulée, l'Iran s'est attiré plein de nouveaux amis. Inde, Corée, Japon et surtout la Chine. Xi Jinping et le président Rouhani se sont engagés à porter les échanges entre les deux pays à hauteur de 600 milliards de dollars sur 10 ans. Airbus, Peugeot Citroën, le russe Gazprom et le français Total, entre autres, ont signé de lourds contrats. En face, Donald Trump considère l'accord sur le nucléaire comme le pire jamais négocié par les États-Unis. La nouvelle administration américaine va donc s'évertuer à contenir le réveil de l'Iran, mais quoi qu'on dise à Washington, l'Iran est bel et bien de retour. L'Iran est un pays charnière. Sa position géographique et l'étendue de son territoire lui donnent tous les attributs d'une puissance régionale, au carrefour de plusieurs espaces stratégiques. Moyen-Orient, Asie centrale, Caucase, avec des débouchés sur la Caspienne, le Golfe Persique et la mer d'Oman et plus loin l'océan Indien. Sa population, 81 millions d'habitants, est une autre force. Les Iraniens dépassent en nombre tous les habitants réunis du Golfe Persique. L'Iran est aussi une puissance militaire, avec 475 000 hommes sous les drapeaux, 350 000 dans l'armée nationale et 125 000 engagés au sein des gardiens de la révolution islamique. Il n'y a que la Turquie dans la région qui dispose de forces humaines supérieures. À ces effectifs s'ajoutent les vastes contingents des Bassidji. Ce sont des unités paramilitaires chargées de l'ordre interne, mais opérationnelles sur les champs de bataille, comme ce fut le cas dans la Grande Guerre contre l'Irak. Au plan matériel, les capacités iraniennes sont moins impressionnantes, avec tout de même une flotte puissamment équipée. Destroyers, sous-marins, avec aussi des missiles courte et moyenne portée. L'Iran vient d'ailleurs de tester un de ces engins susceptibles d'atteindre l'Arabie Saoudite et surtout, selon la rhétorique en vigueur à Téhéran, le grand Satan israélien. But Iran's regime is not merely a Jewish problem, any more than the Nazi regime was merely a Jewish problem. The 6 million Jews murdered by the Nazis were but a fraction of the 60 million people killed in World War II. So too, Iran's regime poses a grave threat, not only to Israel, but also to the peace of the entire world. Menace constante pour Israël, le parti du Hezbollah au Liban représente le bras armé de Téhéran. Classé sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis et leurs alliés, par l'Union européenne et aussi depuis peu par la Ligue arabe, le Hezbollah peut mobiliser, dit-on, jusqu'à 20 000 hommes. Ces miliciens ont été massivement engagés en Syrie aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad. 1500 combattants y auraient d'ailleurs été tués. Le Hamas palestinien constitue l'autre bras armé de l'Iran contre l'ennemi israélien. La République islamique d'Iran bénéficie d'un autre atout, sa profondeur de champ religieuse et culturelle. Les chiites sont majoritaires en Irak, où ils détiennent d'ailleurs le pouvoir, majoritaires aussi au Bahreïn. Ailleurs, là où ils sont minoritaires, comme en Arabie Saoudite, au Koweït, dans les Émirats du Golfe ou encore au Yémen, les populations chiites constituent un fort potentiel de déstabilisation. Au Yémen, ravagé depuis 2014 par une sale guerre, c'est aussi l'opposition entre chiites et sunnites qui dessine la principale ligne de fracture. Bonjour, professeur Jalili. Bonjour. Ancien professeur de l'Institut des hautes études internationales et du développement, grand spécialiste de l'Iran et auteur de plusieurs ouvrages comme celui-ci, qui va ressortir bientôt. Qu'est-ce qui fait, Mohamed Reza Jalili, que l'Iran, hormis son engagement militaire, soit aujourd'hui une puissance régionale?
Il y a plusieurs facteurs. Pour moi, à mon avis, la raison principale, c'est que c'est un vieux pays qui a une tradition étatique qui manque peut-être dans la région. La plupart des pays qui ont des frontières avec l'Iran sont des jeunes États. Certains sont nés, par exemple, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, tous les pays du Sud-Caucase ou de l'Asie centrale. Donc c'est un vieux pays avec une tradition étatique. En plus, évidemment, il y a les facteurs culturels, les facteurs historiques, je l'ai déjà dit, mais aussi le fait que la population est une population bien formée, bien instruite et capable en fait, de gérer sans importation des forces extérieures pour relancer son économie et relancer son industrie. Quels sont les amis ou les partenaires aujourd'hui de l'Iran dans la région? Écoutez, il n'y en a pas beaucoup, franchement. L'allié historique de la République islamique, c'est la Syrie, qui depuis 1980 forme le seul pays arabe qui a soutenu l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Il y a une sorte d'axe Téhéran-Damas. L'allié plus récent, c'est l'Irak, après l'intervention américaine, la chute de Saddam Hussein en 2003. Et le problème dans cette région du Golfe Persique, c'est évidemment les relations avec l'Arabie Saoudite qui ne sont pas très bonnes et aussi un pays que l'Arabie Saoudite occupe en partie du moins, c'est Bahreïn, les relations sont mauvaises, mais avec le Qatar, avec Koweït, les relations sont moins mauvaises, disons, qu'avec Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Et avec Moscou, est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une alliance de circonstances ou est-ce que ça va durer? Écoutez, c'est une alliance de circonstances qui dure vraiment, qui a commencé pendant la guerre Iran-Irak. Les soviétiques, à l'époque, ont fourni des armes à l'Iran. Après la guerre et après la fin de la guerre froide, l'Iran a développé ses relations avec la Russie, étant donné qu'il était déjà assez isolé. Et ces relations ont amené la Russie à fournir, par exemple, des armes, de l'aviation militaire de l'Iran. Et puis, construire la première centrale nucléaire civile de l'Iran, à Bushehr, qui est de construction russe. Mais le problème de la Russie, il y a deux limites dans sa politique à l'égard de l'Iran. La première limite, c'est que l'Iran a besoin de capitaux pour relancer son économie et a besoin de technologies très avancées, ce que les Russes n'ont pas, dans le domaine civil en tout cas. Et ensuite, le problème est aussi historique. Les Iraniens se méfient des Russes parce qu'il y a eu des guerres dans le passé, qu'une partie du territoire iranien a été détachée de l'Iran à la suite des guerres russo-persanes du début du 19e siècle. Et comment voit-on à Téhéran la toute-puissance de M. Erdogan? À Téhéran, les relations se sont réchauffées à partir du coup d'État manqué contre M. Erdogan, puisque les Iraniens ont été les premiers à le soutenir, etc. Les relations se sont améliorées, mais de toute façon, l'Iran et la Turquie sont deux pays qui, historiquement, ont de très bonnes relations. Et puis, au point de vue économique, les deux partenaires sont très liés l'un à l'autre, et les échanges ont varié ces dernières années entre 10 à 20 milliards de dollars par an. On espère que dans les années futures, ça atteindra quelque chose comme 35 milliards de dollars, ce qui est quand même extrêmement important. Et le grand Satan israélien, ça relève de la rhétorique révolution islamique ou Israël, c'est toujours le pays à rayer de la carte? Ça participe à la rhétorique de la République islamique depuis sa fondation. Alors, il y a eu des moments où cette rhétorique s'est amplifiée, à l'époque d'Ahmadinejad. Avec Rouhani, le problème est plus marginalisé. Il n'attaque pas directement tout le temps Israël. Donc, dans cette perspective, on ne va pas vers la normalisation, c'est trop tôt pour dire cela, mais il n'y a plus cette confrontation constante qui existait à l'époque de son prédécesseur, Ahmadinejad. Et puis, impossible de parler de l'Iran sans évoquer son gaz et son pétrole. On regarde ça en image, on se retrouve juste après. L'Iran se réveille et avec lui, sa production de pétrole. Avec 3,9 millions de barils par jour, l'Iran retrouve en 2016 son niveau d'avant les sanctions économiques internationales. Le potentiel est immense.
4e réservoir de pétrole de la planète, ce qui représente plus de 4 ans de toute la consommation mondiale. Nationalisée au début des années 50, l'industrie pétrolière iranienne traverse les soulèvements de 1978, la chute du Shah et la révolution islamique avec le retour de l'ayatollah Khomeini à Téhéran. Avant la révolution, l'Iran produit jusqu'à 6 millions de barils par jour. En 1981, à peine plus d'1 million, selon les chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La production remonte difficilement au-dessus des 4 millions de barils par jour durant les années 90 et 2000. À partir de 2012, le renforcement des sanctions internationales contre le pays et son programme nucléaire fait replonger la production autour des 3 millions de barils par jour. La fin de l'embargo en janvier 2016 marque un tournant historique. Un nouveau souffle pour le pays. C'est un jour historique. Nous avons enfin réussi à trouver un accord. Il n'est peut-être pas l'accord parfait pour tout le monde, mais c'est celui que nous avons fait. On peut dire que c'est un succès pour nous tous. Mais l'Iran n'entend pas en rester là. Objectif, produire 5 millions de barils par jour d'ici 4 ans. Mohamed Reza Jalili, que serait l'Iran sans son pétrole et son gaz? Ce serait un pays très pauvre, comme peut-être certains de ses voisins, comme l'Afghanistan. Mais aujourd'hui, de toute façon, l'Iran a besoin du pétrole et avec une population de 80 millions d'habitants, sans pétrole, ce serait très difficile la survie de ce pays. Et à l'époque de l'embargo, est-ce que l'Iran, réellement, n'a pas pu vendre une seule goutte de pétrole? Non, l'Iran a vendu une partie de son pétrole, peu, mais sous forme de troc. Parce que le problème, c'était pas l'embargo uniquement pétrolier, c'était l'embargo financier aussi. Donc les banques ne travaillaient pas avec l'Iran. Il y avait des transactions monétaires étaient impossibles. Donc ils ont fait du troc avec la Chine, avec l'Inde, etc. En attendant la levée des sanctions pour changer ce troc en monnaie sonnant et trébuchant. Est-ce que la population iranienne aujourd'hui bénéficie de la levée presque totale de ces sanctions économiques? Indirectement, oui, parce qu'il y a une amélioration de la situation économique du pays. L'inflation a diminué dans une certaine mesure, mais directement, non. Les retombées ne sont pas encore perceptibles par la population parce que c'est un peu trop tôt. Vous savez, les sanctions ont été levées au début 2016. Et le régime, lui, est-ce qu'il en profite? Moi, je pense que le gouvernement de M. Rouhani profite de cela parce que c'est une réussite, puisque l'accord sur le nucléaire a permis la levée des sanctions et donc la situation du gouvernement s'est améliorée. Ceci étant, il faut voir ce que ça va donner dans les prochaines élections présidentielles, cette amélioration de la situation économique. Alors justement, le pouvoir iranien est souvent décrit par les observateurs comme un des plus opaques au monde. Qui va tirer profit de ce renouveau, de ce réveil de l'Iran, réveil économique? Plutôt les conservateurs, plutôt les réformateurs? Moi, je pense que les modérés autour de M. Rouhani ont une chance de profiter de la situation et Rouhani risque d'être réélu. Il y a deux difficultés pour le régime iranien, c'est l'inconnu de la politique américaine et aussi le fait que dans le système, il n'y a véritablement pas de candidat conservateur valable. Il y avait le maire de Téhéran, mais à qui on commence à reprocher beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'il a beaucoup de chances d'être élu à la présidentielle. Donc, en principe, sauf accident, je pense que c'est M. Rouhani qui va continuer à rester au pouvoir pendant 4 années encore. Eh bien, on verra au mois de mai. C'est au mois de mai les élections. Oui. Merci en tout cas, professeur Jalili, d'avoir rejoint le plateau de Géopolitis. Merci. Merci à vous. En prolongement de cette émission, je vous invite bien sûr à vous plonger dans l'édition réactualisée du livre de notre invité, Mohamed Reza Jalili, avec Thierry Kellner, Histoire de l'Iran contemporain aux éditions La Découverte. Ça va sortir très prochainement dans les meilleures librairies.
Dans les archives de la RTS et sur la page de Géopolitis, vous allez découvrir au temps de la splendeur du Shah 7 vidéos d'archives et parmi elles un document exceptionnel, l'entretien du Shah d'Iran accordé à la télévision suisse romande en 1961. Enfin, sur les rêves de liberté de la jeunesse iranienne, prisonnière aujourd'hui d'un régime ultra-conservateur, Raving Iran, c'est un documentaire tourné dans la clandestinité par la réalisatrice Suzanne Regina Meores, sorti en 2016. Voilà, ce sera tout en ce qui concerne l'Iran. La semaine prochaine, un autre rendez-vous. Géopolitis, qu'on se le dise, c'est nouveau, est désormais rediffusé le lundi soir sur RTS 2. Bonne semaine à vous tous, à bientôt.